Merci Brent, dit Ted Menzies, qui se joint à nous. D'abord, euh, bon, Brent c'est un vieil ami, il est jeune, mais c'est un vieil ami qui m'a présenté. Merci beaucoup de m'avoir invité et merci à tous les gens qui sont à l'écoute. Il est révélateur euh, que, bon, quand on parle de ce sujet, ça a attiré l'attention des gens. Hein. Qu'utilisez-vous au juste dans vos exploitations? On a déjà présenté cet exposé plusieurs fois, mais on s'est beaucoup amusé, mais c'est sérieux quand même, parce que les gens ne comprennent pas à quoi font face les agriculteurs et quelles options, quels outils, quelles technologies s'offrent à eux. Alors c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. CropLife Canada a commandé une étude en 2009, une étude qui est la base de la plupart des informations et des statistiques que je vais vous présenter. Ça s'intitulait Cultiver une économie canadienne vibrante. Ah, évidemment, on n'est plus en 2009. Et donc, un peu plus tard, je vais vous parler d'un projet de recherche qui vise à mettre à jour ces renseignements, mais tout cela n'était pas encore prêt. Donc, il y a des nouvelles statistiques dont je vais vous parler, mais le message reste le même. Alors, tout d'abord, voici nos membres, les membres de CropLife, hein, les concepteurs, fabricants et distributeurs canadiens de produits de lutte antiparasitaire et de produits de sélection de végétaux. Et pour résumer tout ça, ce sont les gens qui produisent les pesticides, les insecticides, qui aident les agriculteurs à protéger leur culture et les gens qui mettent au point et distribuent des semences de biotechnologie. Alors ça vous situe un peu. Bon, c'est difficile de parler de toutes ces technologies pour que les agriculteurs se sentent à l'aise de parler de ce qu'ils utilisent pour protéger leur culture et protéger leur mode de vie. Parfois, c'est très difficile, hein, les discussions là-dessus. Et ce n'est pas surprenant vu l'image négative que projettent les médias récemment, mais beaucoup de cela découle d'une ignorance de ce que l'agriculteur doit faire pour protéger ses cultures. Ce que disent les critiques, bon, c'est pas toujours vrai, hein? Ça vous surprendra pas. Et une, une bonne partie de ces fausses nouvelles ont été apprises à l'université Google, comme je l'appelle. Mais bon, ça diffuse de la désinformation et c'est difficile. Il y a beaucoup de gens qui contestent l'utilisation que font les agriculteurs et pourtant eux, ils commandent des repas tout faits, ils ajustent un thermostat programmable, ils surveillent l'arrivée de leurs enfants par Internet hein, avec une caméra à distance et ils commandent leurs vêtements par Internet sur Amazon et c'est livré à la porte. Alors tout ça va bien, mais pourtant on s'attend à ce que les agriculteurs fonctionnent comme il y a 200 ans. J'espère que les gens, bon, je sais que les gens savent que c'est difficile d'en parler, mais vous n'êtes pas les seuls, c'est compliqué. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles il est difficile de défendre l'agriculture actuelle. Bon, les gens du côté, bon, les producteurs, même les transformateurs et même nos membres chez CropLife, on trouve ça difficile de parler des technologies qu'utilisent les agriculteurs. Bon, les pesticides sauvent les cultures de la destruction. Le fait que les cultures biotechnologiques ou les OGM qui résistent aux insectes sont nécessaires pour fournir les aliments dont on aura besoin pour alimenter la population du monde. D'où viennent ces idées négatives? On vous donne 3 exemples ici des organisations militantes très connues qui ont fait beaucoup de bruit, hein, qui ont critiqué de façon très énergique la technologie utilisée par les agriculteurs, mais ne vous y trompez pas, tout ça, ça sert à ramasser de l'argent
pour ces groupes. On ne sait pas exactement pourquoi c'est si important, mais ces groupes-là sont très efficaces et les gens croient ce qu'ils disent. Beaucoup de gens, en fait, se soucient de ces problèmes et sont prêts à se mobiliser. Ils arrivent à diffuser de l'information qui n'est pas factuelle et on ne peut pas les contester. Ça passe parce que les gens ne comprennent pas ce que nous faisons. Bon, mon médecin est membre de l'Association des médecins pour l'environnement. Mais bon, moi je ne vais pas parler de l'environnement avec mon médecin. D'habitude, j'ai d'autres raisons d'aller le voir, mais pourtant lui, il m'en parle. Alors, comment réussissent nos détracteurs? Bon, ben c'est simple, ils suscitent la peur, ils basent ce qu'ils déclarent sur la peur de l'inconnu et on les oblige pas à prouver ce qu'ils disent, contrairement à nous dans l'industrie et que l'on parle des agriculteurs ou des distributeurs de ces produits. Eux ne sont pas obligés de faire autant de preuves. Les minorités de ce genre demandent beaucoup d'attention. Hein. En tant que député, je l'ai appris. Il y a des gens peu nombreux qui font beaucoup de bruit et qui plaident pour ce genre de cause, alors que les agriculteurs souvent sont trop occupés pour prendre le temps pour défendre son utilisation de ces technologies. La plupart du temps, tout change quand les gens ont le ventre plein. Je ne veux pas que vous donnez l'impression que tout cela est décourageant. Non, il y a de l'optimisme. Il y a lieu d'être optimiste. C'est vrai que les agriculteurs sont souvent trop occupés pour se faire entendre, mais il faut qu'ils se fassent entendre. Parce que il faut... ça ne suffit pas de dire « pourtant c'est ce que nous dit la science ». Non, les gens veulent une réponse personnelle. Il faut d'abord savoir ce qui les inquiète et réagir à ces inquiétudes. Dites-leur ce que vous faites chez vous, sur votre exploitation. Dites-leur ce que vous apporte la technologie comparé à ce que devaient faire vos parents et vos grands-parents. Dites-leur à quel point les méthodes d'aujourd'hui sont plus durables et comment vous protégez la terre et comment vous allez laisser votre terre en meilleur état que l'état dans lequel vous l'avez trouvé pour qu'en profitent vos enfants et vos petits-enfants. Que font nos membres maintenant pour remédier à la situation? Nous nous concentrons sur les gens qui sont prêts à écouter et les gens qui comprennent de quoi nous parlons. Il y a quelques années, on a vu qu'il était nécessaire de changer notre message. On l'a simplifié, on a insisté sur les avantages, surtout les avantages dont profitent les consommateurs. On a changé l'image, on a inclus des gens, pas seulement des tracteurs. On a mis l'accent sur nos amis, vos amis, sur les gens qui nous portent un intérêt sincère. Les générations X, par exemple, ce sont les consommateurs d'aujourd'hui et de demain, et eux nous disent clairement qu'ils veulent de l'information. Donc, il faut faire circuler l'information. Il faut dire clairement pourquoi ces produits sont nécessaires et quels avantages ils apportent. Nous élaborons de nouveaux projets pour changer le ton du débat. On utilise les médias sociaux, les médias, les lettres aux journaux et même on s'assoit avec les diététiciens, les détaillants et on leur dit ce que font les agriculteurs. On leur fait même visiter des fermes et on explique que notre consoeur, l'organisation Clean Farm, s'occupe de recycler les contenants dans lesquels sont vendus les produits qu'utilisent les agriculteurs. Qui en profite? Les produits pour protéger les plantes et les techniques modernes de sélection contribuent aux 3 piliers de la durabilité, les gens, la planète et même la prospérité. Les techniques de sélection permettent d'améliorer beaucoup l'agriculture. Tout cela
aide les agriculteurs à optimiser les cultures, à protéger les cultures contre les maladies, les insectes. Ça augmente le rendement, ça augmente les profits des exploitations et ça apporte des avantages qui dépassent de loin les limites de la ferme. Ça, c'était une statistique publiée par une organisation américaine qui s'appelle la Ranchers Alliance. C'est un message très simple qui explique pourquoi les pesticides sont nécessaires. Sans pesticides, la production diminuerait énormément. Et les agriculteurs aujourd'hui, chaque agriculteur aujourd'hui peut nourrir 150 personnes de plus qu'il y a 80 ans. Les avantages pour l'économie, pour la contribution du secteur agricole à l'économie, ça dépasse 100 milliards de dollars, et ça date de 2012, donc ça a probablement augmenté avec la poussée des prix qu'on a vue en 2013-2014, et un emploi sur 8 au Canada qui est relié à l'agriculture. Et 6,7% du PIB du Canada en Saskatchewan et en Alberta, c'est encore plus élevé la contribution au PIB, d'autant plus avec ce qui est en train d'arriver au secteur pétrolier. Et ces technologies apportent plus de 8 milliards de dollars, 3,8 milliards de dollars en plus-value pour les agriculteurs. Au niveau de la ferme, il faut se rappeler que l'agriculture est une entreprise et ce que produisent les agriculteurs a un effet positif sur toute l'économie. Le secteur de la transformation alimentaire, ça représente un surplus de 2 milliards de dollars grâce à la production supplémentaire que permettent les technologies modernes. Quels sont les gains économiques? Le secteur agricole emploie toutes sortes de professionnels, des scientifiques, des gens d'affaires, des spécialistes de la réglementation. Il y a toute la fabrication et le transport qui est concerné aussi. Les cultures que nos technologies aident à produire créent des emplois dans toutes sortes d'autres secteurs que l'agriculture. Et l'agriculture est la base de toutes sortes de produits. Les cosmétiques, les produits de construction, l'industrie automobile, parce qu'une bonne partie des pièces automobiles sont basées sur des végétaux que l'on cultive dans les prairies et partout au Canada. Le Canada est un très grand exportateur de nourriture. Il exporte dans plus de 150 pays. Ça, c'est les chiffres de 2012. En 2013, c'était 46 milliards de dollars par année d'exportation agricole. C'est le 5e exportateur de produits agroalimentaires au monde. C'est une bonne nouvelle pour les Canadiens, c'est une bonne nouvelle pour le reste du monde parce que nous aidons à nourrir les gens qui n'arrivent pas à produire la nourriture dont ils ont besoin. Et ça fait partie de notre rôle au Canada. Nous soulageons la pauvreté si nous pouvons fournir plus d'aliments et plus d'aliments nutritifs. La recherche et le développement qui se fait au Canada, parce qu'on a un secteur très dynamique de recherche et développement en agriculture au Canada. Donc, ce qu'on apprend au Canada, c'est transférable facilement vers d'autres pays. C'est beaucoup plus facile d'exporter la technologie que d'exporter des aliments, en fait. Voilà qui contribue. Cette contribution aide à nourrir les 9,6 milliards d'habitants que devrait avoir la Terre d'ici 2020. Le Canada profite du changement climatique et donc le Canada est responsable d'en tirer parti pour produire plus d'aliments. Et moi, j'en suis convaincu. Nous profitons du changement climatique. Nous pouvons produire plus de plantes qui ne poussaient pas là avant. Par exemple, le soya dans le sud de l'Alberta, c'était inimaginable. Et donc, nous allons produire plus de nourriture pour
les parties du monde qui ne profitent pas du changement climatique. Ces statistiques viennent du département de l'agriculture des États-Unis. Je vous laisse y jeter un coup d'œil, mais regardez, en 1930, quel était le rendement du maïs comparé aujourd'hui. Une chose que j'aimerais signaler, c'est cette moyenne de 162 boisseux par acre. C'est surtout du euh, maïs ONG. C'est pas la même chose en Europe et le rendement c'est entre 120 et 130 boisseaux l'acre. Hein. La comparaison est facile. Regardez aussi la production de lait. C'est une technologie différente, mais c'est des améliorations génétiques grâce à des recherches scientifiques qui font augmenter la production de lait. Qui d'autre en profite? Eh bien, c'est toute l'économie qui en profite. Les statistiques les plus récentes, hein, les impôts et taxes qui viennent de la production alimentaire, production primaire et production à valeur ajoutée, 229 millions de dollars aux municipalités, 7 millions de dollars aux provinces et 8 millions de dollars pour le fédéral gouvernement. Ce sont des chiffres très importants. Mais le coût des aliments, et ça c'est un sujet délicat, hein, parce que avec le taux d'échange du dollar canadien, le prix des aliments a augmenté, mais ça ce sont des chiffres assez récents. Une économie de 8 dollars par semaine pour une famille de 80 dollars par semaine, pardon, pour une famille de 4 personnes, soit 4000 dollars par année. Et ça aide à alléger le fardeau financier des familles. Hein. Pour certaines familles, c'est une simple économie, mais pour d'autres, ça sera ce qui va leur permettre d'acheter des aliments plus nutritifs. Quand on regarde plus de culture par acre, beaucoup de producteurs peuvent utiliser leur meilleure terre maintenant grâce à des partenariats. CropLife Canada s'est associé avec Canard Illimité et la Conservation de la Nature Canada pour faire savoir que grâce aux technologies mises au point par nos membres, on peut libérer des terres dont on n'a plus besoin pour la production. Si on n'utilisait pas ces technologies, 37 millions d'acres de plus devraient être cultivés pour obtenir la même production alimentaire. Et, par exemple, en Saskatchewan, les terres arables, c'est environ 37 millions d'acres. Et toute la région géographique du Nouveau-Brunswick, de l'île du Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse. C'est ça qu'on économise. Canard Illimité a fourni cette information. Nos technologies aident à protéger les milieux humides en rendant les terres agricoles plus productives. Ça permet aux producteurs de laisser en friche des terres moins intéressantes et de ne cultiver que les terres les plus arables. Grâce aux technologies, on a pu récupérer certaines terres humides et les rendre à leur état naturel, des terres qui n'étaient pas aussi productives qu'on aurait pu le souhaiter. Maintenant, on la renaturalise et reprend son rôle pour stocker les gaz à effet de serre. Bon, dans les prairies, c'est des photos qu'on connaît bien. C'est une scène typique des années 30, les terribles années 30, quand on labourait la terre, parce que c'est tout ce qu'on pouvait faire. Des machines qui ôtaient tous les résidus des terres, et c'est pas surprenant que tout ça s'est transformé en poussière qui a été emportée par le vent. Bon, ça c'est une photo de mon exploitation dans le sud de l'Alberta, mais ça aurait pu être la photo précédente dans les années 30. Cette terre que vous voyez devant vous était en train d'être emportée par le vent. Il y a encore des
des réserves de poussière dans ces terres-là, mais c'est pas si grave qu'avant, mais quand même, qu'est-ce qui s'est passé 20 ans de semi-direct? Qu'est-ce qui m'a permis ça? Des nouvelles technologies. Et donc, je n'ai pas été obligé de labourer. Et maintenant, on utilise moins de volume de pesticides pour contrôler les maladies et les parasites pour cultiver du blé. C'est mieux pour l'environnement et c'est mieux pour les agriculteurs, mais c'est difficile à expliquer aux citadins. Si les gens n'ont pas connu l'effet dévastateur des insectes et des maladies sur les cultures. Et c'est pour ça qu'il est si important que les producteurs et que tous les membres de la communauté agricole parlent de ce qui se passe chez eux, sur le terrain, et expliquent pourquoi les agriculteurs ont besoin de ces technologies. Il faut parler des pratiques agricoles durables, du fait qu'on aide l'environnement, par exemple, de stocker du carbone parce on ne laboure pas la terre. Alors, 62 pour 12% du Canada utilise des méthodes anti-érosion. Et on utilise des espèces nouvelles et des pesticides et on n'a pas besoin de labourer, la structure du sol est meilleure et donc le sol est moins susceptible à l'érosion, que ce soit l'érosion par l'eau ou par le vent. On laisse les fibres des plantes sur le terrain, elles se décomposent. Moi, j'ai plus de verre, par exemple, dans mes terres, plus de bactéries favorables, et j'ai besoin de moins d'azote pour faire pousser les plantes. Et grâce à ce semi-direct, on a une diminution de l'érosion des sols par l'eau et le vent. Et moi, ça a diminué ma consommation de carburant de 50% parce que j'ai cessé tout labour. Ça réduit les émissions de gaz à effet de serre, près de 30 millions de tonnes métriques par an de moins. C'est comme si on retirait 13 millions d'autos de la route. C'est un avantage énorme pour l'environnement. Donc, nos membres sont fiers d'aider les agriculteurs à optimiser leur culture. L'agriculture est un secteur en évolution. Notre industrie doit continuer d'innover pour que les agriculteurs restent concurrentiels et qu'ils puissent répondre aux besoins alimentaires de l'avenir. Par exemple, il faut des plantes qui résistent à la sécheresse. Vous avez certainement entendu que d'ici 2030, un pays en développement sur 5 va manquer d'eau. Et ça justifie qu'on travaille sur la résistance des plantes à la sécheresse, la tolérance au sel aussi. Alors que le monde va devenir plus aride, le sol va devenir plus salin. Il faut donc travailler sur les technologies ici. Je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'on apprend ici sur la résistance à la sécheresse et au sel, ça peut être exporté vers les pays qui en ont besoin. Qu'est-ce que nous réserve l'avenir? Au début, on voulait surtout apporter des avantages aux agriculteurs et ça n'intéressait pas les consommateurs. Maintenant, on se préoccupe beaucoup plus d'apporter des avantages aux consommateurs, des aliments plus nutritifs qui résistent mieux aux maladies, par exemple des tomates qui sont riches en lycopène, du maïs et du soya qui ont plus de vitamine A et de vitamine C, des aliments qui restent frais plus longtemps et qui ont un meilleur goût, des piments rouges qui sont plus sucrés, des pommes, des tomates, des patates qui ont plus d'éléments nutritifs et qui s'oxydent moins grâce à l'intervention sur l'ARN. La nouvelle patate qui vient d'être homologuée cette semaine pour la production au Canada, on prévoit qu'elle réduira le gaspillage de 4 millions de livres chaque année et
il faudra moins d'eau pour la produire et ça coûtera moins cher à produire. Maintenant, est-ce que c'est sans danger? Bien, moi, l'exemple que je donne aux gens, et bon, vous savez, pour la plupart, ce qu'est l'ACIA et aussi l'Agence de réglementation des pesticides, mais la plupart des Canadiens ne savent pas de quoi il s'agit et ne devraient pas en avoir besoin d'ailleurs. Quand on parle du système de réglementation au Canada, il est reconnu dans le monde entier. Moi, j'ai été dans toutes sortes de pays et ils envient le système réglementaire qui protège les aliments, qui protège la santé des Canadiens ici. Nous, on dit que c'est Santé Canada parce que c'est l'organisme qui en est responsable, hein, qui s'occupe de la CIA et de l'Agence de réglementation des produits antiparasitaires. Alors, il y a toutes sortes de questions sur les problèmes de santé, mais il n'y a aucune étude qui prouve on dit tout le temps que rien ne prouve que c'est sans danger, mais 1783 études, ça c'est l'OGM, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui a analysé 1783 études et conclut qu'il n'y avait pas de danger. Même pas de maux d'estomac. Alors que l'utilisation des pesticides, de son côté, c'est facile pour vous d'en parler. Mais nous avons décidé d'aller poser des questions à monsieur et madame tout le monde. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'usage des pesticides? Ce graphique montre qu'il y a 34% des gens qui sont pour, 39% qui sont contre, 23% qui n'ont pas de préférence, je ne sais pas pourquoi. Mais donc, ce n'est pas aussi grave que ce qu'on craignait, mais c'est quand même inquiétant. Quand on parle de biotechnologie, l'appui est un peu plus fort, 33%. Les incertains, 15%, mais seulement 18% s'y opposent. Et bon, les indécis, 34%. Donc, il y a des préoccupations, mais les gens comprennent mieux peut-être ces technologies. Dans le même sondage, on a mesuré la capacité qu'on avait de changer l'opinion publique, comme montre ce graphique. Quand on donne des explications, on dit aux gens pourquoi les agriculteurs utilisent ces technologies, ça augmente énormément l'appui que l'on accorde aux technologies. Au début, 34% étaient pour, ensuite c'était 50% dans la proportion des gens qui n'avaient aucune opinion à diminuer énormément de 23 à 12%. Et on a vu des résultats semblables quand on parlait de la biotechnologie végétale. Bon, c'est très important de discuter, de parler. Ce qu'il faut éviter, évidemment, c'est de confronter les gens qui veulent savoir pourquoi on utilise ces technologies. Il faut être constructif, confiant, mais ne pas faire de chicane. Et soyez fiers de votre ferme, soyez fiers de la façon dont vous exploitez votre ferme. C'est difficile pour les agriculteurs qui sont tellement habitués à utiliser ces technologies, c'est difficile pour eux de comprendre que les gens ne comprennent pas pourquoi ils doivent protéger leur culture, mais il faut l'expliquer, il faut être patient, et il faut dire que vous voulez laisser une terre en meilleur état que vous ne l'avez trouvée. On parle beaucoup de l'opinion des médias, on parle de couverture médiatique, que ce soit plutôt favorable ou plutôt défavorable. De 2008 à 2015, là pour simplifier les choses, en bleu, c'est l'image favorable qu'on donnait dans la couverture médiatique, ou négatif ou neutre. Donc, il y a une augmentation
de 15% dans les articles neutres, mais une baisse de 20% dans les articles négatifs. Alors pour nous, c'est un grand succès. Donc ça change les choses en travaillant ensemble, en communiquant notre vision des choses. Une chose que j'ai apprise comme député, c'est qu'il faut répéter le message, le répéter encore et encore, avant que les gens soient prêts à entendre. Mais faites-en un message positif. Soyez fiers de ce que vous faites comme agriculteur. Soyez fiers de vos réussites dans votre exploitation là, d'un champ de poussière dans les années 30 ou de champs où il n'y avait que qui était trop salé pour faire pousser quoi que ce soit. Et alors qu'aujourd'hui, maintenant, vous pouvez cultiver toutes ces terres. Soyez fiers de ce que vous faites. Ne soyez pas gênés d'en parler aux autres. Comme je vous l'ai dit, tout ça est parti d'un programme qu'offre CropLife à toutes sortes d'organisations. D'abord à nos compagnies membres pour leurs employés qui n'aimaient pas dire qu'ils travaillaient pour l'industrie chimique pour faire des produits qui aident les agriculteurs à produire. Donc, on a fait de la formation en discussion de toute confiance et des formations Twitter. Ça a eu beaucoup de succès. C'est des formations d'une journée complète. C'est très difficile de convaincre les gens en aussi peu de temps que j'en ai aujourd'hui. Mais bon, si vous êtes intéressé, vous avez ici les coordonnées. Si vous avez de 20 à 30 personnes, et on est prêt même à accepter des groupes plus petits pour vous donner cette formation. On sera très heureux de vous offrir ça. Et comme je l'ai déjà dit, on a des statistiques plus récentes. On vient de commander une étude auprès d'une entreprise privée qui a fait des études approfondies pour montrer les avantages pour les agriculteurs, les avantages pour les consommateurs de nos produits et technologies, des avantages pour l'environnement, pour l'économie, et pour les collectivités. Donc, on vient tout juste de recevoir les résultats de cette étude. Si vous êtes intéressé, on a un micro-site. Vous pouvez aller sur le site web de CropLife ou sur ce micro-site pour trouver le rapport complet. On vous encourage à le faire. Ce sont des statistiques publiques. Je vous invite à les faire circuler le plus largement possible. Nous pensons que c'est un message encourageant. Et j'espère que ça pourra vous aider, vous, dans vos discussions avec les gens que vous rencontrez. Je vais m'arrêter là. La science n'est pas facile à comprendre, mais la passion peut vous aider à comprendre. Et encore une fois, n'hésitez pas à raconter votre histoire, c'est une bonne histoire. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire et maintenant je serai heureux de répondre à vos questions. Merci Ted, dit Brent. Je vois qu'il y a des gens qui ont tapé des questions. Je crois que l'une des choses qui est difficile et dont on n'a souvent pas parlé, c'est la question de confiance, à savoir qui est le messager et de qui on est le messager. Bon, c'est vrai que les agriculteurs peuvent raconter cette histoire, faire un témoignage personnel, parler des mêmes choses et ils auront plus de crédibilité que quelqu'un qu'on peut percevoir comme étant intéressé par du profit. Comment être équitable envers tous les intervenants là-dedans? Bon, je comprends votre question, dit Ted Menzies. On s'est tous trouvés dans cette position délicate. On nous dit, vous avez des intérêts là-dedans parce que vous utilisez la technologie ou parce que vous produisez la technologie. Mais c'est les récits sincères qui sont convaincants. Moi, j'ai toujours eu, bon, moi, je me retrouve dans cette situation. On me demande, bon, pour qui tu travailles? Alors je réponds, CropLife Canada et qui est-ce que tu représentes? Et je dis, bien, les gens qui produisent
les produits et les technologies qui protègent l'agriculture et on me dit, est-ce que ça ne t'inquiète pas, les résidus et tout ça? Alors, c'est pas facile, hein? Et surtout, ne commencez pas à dire, oui, mais c'est prouvé scientifiquement, nanana. Mais ce n'est plus acceptable, non. Il faut voir, comprendre pourquoi il s'inquiète. Est-ce qu'il s'agit de résidus? Est-ce que c'est l'image d'un pulvérisateur dans un champ? Qu'est-ce qui les inquiète au juste? Il faut leur demander d'être précis. Ça vous donne le temps de réfléchir, hein, comme député, c'est une technique que j'ai souvent utilisée, mais aussi vous pouvez dire pourquoi chez vous, dans votre exploitation, c'est important. Par exemple, dans les années 80, les sauterelles sont venues par milliers. Et si on n'avait pas eu la technologie, il y avait aussi un insecte qui s'attaquait au maïs en Ontario, aux États-Unis. Et tout cela, ça aurait été dévastateur. Et donc, grâce à la technologie, on produit plus d'aliments, des aliments plus nutritifs. Le maïs n'est plus noirci aujourd'hui. Moi, comme agriculteur, je mange ces aliments, je les donne à manger à ma famille. Il faut manifester de l'empathie pour leurs préoccupations, mais être ferme au sujet du fait que c'est des pratiques acceptables qui vous permettent de faire une production plus durable pour que vous puissiez continuer à le faire pendant des siècles alors que les méthodes de production anciennes n'étaient pas durables. Merci, dit Brent. Ted, avez-vous des exemples d'agriculteurs qui jouent un rôle exemplaire comme défenseurs de l'agriculture? Et savez-vous comment ils répondent à ces questions difficiles qu'on leur adresse? Eh bien, dit Ted, sans donner de nom, on connaît tous des gens qui sont plus éloquents que d'autres, mais le simple fait de défendre vos convictions en tant qu'agriculteur, c'est sûr qu'il y a des jeunes, moi c'est la relève, je crois, à qui je fais appel, et on a vu à quel point c'est efficace quand on a des porte-paroles jeunes. En politique, c'est vrai en agriculture aussi, les jeunes qui comprennent la technologie des hommes et des femmes. Les femmes deviennent certaines de nos meilleures porte-paroles dans le secteur agricole. Elles ont un message convaincant qui touche les gens. J'ai une question, dit Brent. Vous avez parlé d'une nouvelle patate OGM qui vient d'être annoncée. Par rapport à il y a 10 ans, qu'est-ce qui a changé dans la communication de cette nouvelle? Quelles leçons on peut tirer de ces messages? Le premier message, c'est une chose dont j'ai parlé. À qui ça profite? Ça profite aux consommateurs. Il n'y a rien de pire que d'ouvrir un sac de patates et de trouver que la moitié des patates sont abîmées. Vous avez envie de jeter le sac au complet. Maintenant, le brunissement et les ecchymoses sont minimisés. Et c'est la même chose avec les pommes qui ne brunissent pas. Ça diminue le gaspillage alimentaire. Le message, avec la pomme arctique, qui est la seule, je n'essaie pas de la vendre, mais c'est la seule qui profite de cette technologie antioxydante. On peut couper la pomme en deux, la mettre dans la boîte à lunch de votre enfant et elle ne brunira pas, alors qu'avant, il aurait fallu mettre du citron dessus pour la protéger. Mais c'est plus nécessaire. On peut envoyer une demi-pomme dans la boîte à lunch, elle ne brunira pas. Vous pourrez la cogner dans le sac et on ne verra pas
de taches ou sur la pomme. Évidemment, elle va pourrir à la même vitesse qu'avant, mais au moins, ça n'empêchera pas les gens de la manger. Souvent, c'est ça, on se fie aux apparences. C'est donc un avantage pour le consommateur. C'est sûr qu'il y a un avantage pour le producteur aussi, mais le principal avantage, c'est pour le consommateur. Bon, dit Brent. Ted, est-ce que vous pouvez nous parler? On a parlé de sécurité, vous avez parlé de l'ACIA et de l'Agence de réglementation des produits antiparasitaires qui produisent les intérêts des consommateurs et qui sont réputés dans le monde entier. Cette technologie de surveillance, enfin ces mécanismes de surveillance et toutes les normes qui sont appliquées, comment ça a évolué depuis 25 ans? Ça aussi, c'est quelque chose qui devrait renforcer la confiance des consommateurs et aussi la confiance des agriculteurs face aux consommateurs. Eh bien, dit Ted, c'est... Bon, j'espère qu'on n'a pas de problème audio, là, mais la technologie a changé aussi, la technologie de réglementation. Ils peuvent faire du dépistage en fonction de normes plus exigeantes et donc les aliments que reçoivent les consommateurs sont soumis à des examens plus rigoureux et réussissent ces examens. Grâce à cette technologie, on peut prouver que les aliments sont sans danger. C'est comme l'eau potable, hein, dans les Premières Nations. On a des technologies qui permettent de faire du dépistage et de sauver des vies. La nouvelle technologie des organismes de réglementation prouve l'innocuité non seulement des produits de protection des plantes, mais aussi l'innocuité des produits de biotechnologie qui sont plus nutritifs, plus avantageux pour toutes sortes de raisons. Moi, je suis allé en Australie, par exemple, parler aux organismes de réglementation. Ils nous ont dit, oui, vous avez un des meilleurs systèmes au monde, vous devriez en être fiers, parce qu'ils protègent et garantissent l'innocuité des aliments que consomment des consommateurs au Canada et à l'étranger. Il y a un commentaire qui ouvre la porte à une question, ici dans la boîte aux questions en anglais. Il y a des producteurs qui devraient peut-être réfléchir à la raison pour lesquelles aux raisons pour lesquelles ils utilisent ces technologies et ce que ça apporte à leur collectivité. Donc, y réfléchir avant qu'on leur pose la question. Nous, on tient beaucoup de ces choses pour acquises. Est-ce que vous croyez que des fois on oublie des éléments et des progrès fondamentaux auxquels on oublie de penser et dont on oublie de parler? Eh bien, dit Ted, je reviens toujours ça à votre histoire personnelle. Est-ce que vous faites chez vous, les gens de ma génération, hein, bon, tous les gens qui ont cheveux gris, on faisait du labour récréatif, nous, dans le temps. On ne le fait plus. Si on voyait une mauvaise herbe, on labourait tout le champ au complet. On ne le fait plus. On est beaucoup plus sélectif. Et ce sont des choses simples, hein? Et on arrête de brûler un réservoir complet de carburant pour éliminer une mauvaise herbe. Et on protège aussi le taux d'humidité dans le sol parce qu'on ne fait plus de labour. C'est un message très simple, hein? Et ça revient aux pressions auxquelles nous faisons face. Au lieu de permettre aux insectes de manger la moitié des récoltes, on pulvérise un insecticide au bon moment, un insecticide qui est homologué par Santé Canada. Une seule application, ça permet souvent de sauver une culture au complet. On économise de la nourriture et puis des fois on sauve l'entreprise de l'agriculteur. Dit Brent, parfois on se retrouve sur la sellette, ça doit t'arriver à toi beaucoup plus qu'à nous en fait. Mais comment
peux-tu reconnaître les gens qui sont vraiment intéressés, qui veulent apprendre, et les distinguer des gens qui veulent vraiment nous piéger? Je crois que beaucoup de gens aiment ce qu'ils font, mais ils n'aiment pas se retrouver, mettons, dans les lignes de mire des médias. Eh bien, dit Ted, moi j'ai appris à la dure, hein, c'est la période des questions à la Chambre des communes, et aussi les mêlées de journalistes après. Donc, bon, mais j'ai survécu. J'en suis bien content. Est-ce qu'on devrait être sélectif ou se dire tout simplement, cette personne s'inquiète, quels que soient ses motifs, et qu'il veuille me mettre au pied du mur ou tout simplement, ils sont curieux, il n'y a pas de différence dans le fond, il faudrait donner la même réponse, avoir le même message, à la fois pour les gens qui veulent nous piéger et les gens qui sont sincèrement intéressés par la production des aliments. C'est le même message. Il n'y a pas de distinction à faire, en fait. Bon, dit Brent, est-ce que, bon, il y a Agriculture plus que jamais, qui est une plateforme, est-ce qu'il faudrait s'organiser davantage pour améliorer l'image de marque des techniques agricoles de pointe? Il y a toujours un risque, des fois, quand on a une stratégie trop bien financée, ça a l'air trop bien organisé, mais d'après vous, quelle est la combinaison idéale d'engagement individuel et d'engagement collectif pour toucher les gens qui s'intéressent sincèrement à l'agriculture? Eh bien, dit Ted, c'est la base qui doit donner le message. Les gens qui participent à la production et les autres, évidemment aussi, les transformateurs, les distributeurs, les détaillants aussi, qui devraient s'intéresser à ça, qui devraient pouvoir donner une réponse quand on leur demande où un produit a été cultivé, de quel pays vient tel légume, de l'Ontario, de l'Ouest, est-ce que c'est un fruit de la Nouvelle-Écosse? Nous devrions tous comprendre ça. Mais pour pouvoir tenir, pour avoir un message concerté à l'échelle du pays, c'est difficile, là. Il y a toutes sortes d'organisations qui existent, mais dans les bonnes organisations, eh bien, ce qu'on peut faire de mieux, je crois, c'est d'amener les agriculteurs dans les classes et les laisser parler aux enfants. Je sais que, bon, c'est pas facile de trouver dans quelle partie du programme d'études ça peut s'inscrire, mais que les jeunes voient que les fermiers ne portent plus de fourches qui sont pas en salopette, mais qu'ils conduisent ces machines à distance avec un téléphone intelligent. Que les jeunes voient ça, qu'ils voient que c'est un homme d'affaires ou une femme d'affaires qui dirige une entreprise de façon professionnelle et qu'il élève des enfants dans son exploitation, qu'il y a des familles derrière tout ça. Voilà l'effort qu'il faut faire. Et évidemment, toutes les organisations qui nous représentent doivent communiquer cette information. Ted, dit Brent, tu as montré des statistiques sur le taux d'acceptation des pesticides et des OGM par les consommateurs au Canada, pendant de la biotechnologie. Comment se situe le Canada par rapport aux autres pays du G7? Est-ce que notre système réglementaire rend les gens plus confiants qu'ailleurs dans le monde? Je crois, dit Ted, que le fait que Santé Canada supervise tout ça, je crois que cela donne de la crédibilité aux autorités réglementaires. Bon, parce que Santé Canada a une bonne réputation. Et c'est donc Santé Canada qui examine ses produits, qui supervise le processus réglementaire.
Mais je ne veux pas toujours revenir aux militants, mais ils sont beaucoup plus actifs dans d'autres pays qu'au Canada. Je ne sais pas exactement pourquoi. Dieu nous préserve de se retrouver dans la situation où se retrouve l'Europe, mais l'Europe n'est plus autosuffisante sur le plan alimentaire parce que les militants ont convaincu les autorités réglementaires et ont privé les agriculteurs de ces technologies et de leurs avantages. Il faut absolument éviter de se retrouver dans une telle situation. Je crois qu'on fait du bon travail. Plus on peut convaincre les agriculteurs de dire que ces technologies font partie des nouvelles façons de faire, c'est pas parce que c'est nouveau que c'est mauvais. Alors qu'en Europe, les militants gagnent la bataille et ceux qui sont perdants, ce sont les agriculteurs et les consommateurs. Pensons à la Chine, par exemple. 10% du revenu des Canadiens sert à acheter des aliments, alors qu'en Chine, qui est toujours un pays en développement, c'est 40% du revenu qui va à l'alimentation. Ces coûts traduisent la capacité des producteurs à produire des aliments. Je suis fier du système de Santé Canada. Je crois que c'est de l'excellent travail. Et cela se reflète dans l'opinion publique. Je suis intéressé, dit Brent. Je crois que les gens comprennent l'idée d'entendre un témoignage personnel et que ça les aidera à comprendre quelles sont les inquiétudes, mais pour beaucoup d'entre nous qui essayons depuis qu'on est tout petit de comprendre l'agriculture en fonction des données scientifiques, ça m'inquiète un peu de voir qu'on s'éloigne du discours sur la science. La science nous protège. Je sais que vous ne voulez pas faire un argument d'autorité en disant bon, la science est bonne, ne vous inquiétez pas. Mais il faut quand même continuer de défendre la science. Comment peut-on le faire? Comment trouver un équilibre à cet égard dans l'avenir? Ne vous méprenez pas, dit Ted. Je ne dis pas qu'il faut absolument éviter de parler de la science. Non. Il y a des arguments scientifiques à avancer, dire bon, c'est bien documenté, mais il ne faut pas commencer par ça. C'est ça que je veux dire. Dites-leur pourquoi vous utilisez ces produits et ces technologies et expliquez-leur que grâce à ça, votre exploitation est plus durable. Je ne parle pas de faire de la monoculture. Non, il faut continuer la rotation des cultures, mais c'est grâce à la science, c'est grâce au gouvernement qui nous ont appuyés, qui ont décidé d'appuyer la science parce que c'est équilibré, c'est documenté, c'est prouvé. Et c'est la science qui nous apporte ces technologies, qui nous apporte les avantages qui en découlent. Ça doit faire partie du message, mais ça ne peut pas être le seul argument qu'on avance. Il y a une autre question, dit Brent, concernant le processus d'homologation. J'imagine que vous utilisez plusieurs méthodes là, pour faire approuver un pesticide, un fongicide ou faire approuver un nouvel attribut de plante. Ou bon, il y a des produits microbiaux aussi. Pouvez-vous nous donner une idée de ces mécanismes, de leurs différences et des marges de sécurité? Ça, c'est une question importante, il me semble, parce qu'il y a plusieurs mécanismes auxquels font appel vos membres. Oui, tout à fait, répond Ted Menzies. Je ne vous parlerai pas des coûts parce que nos membres sont très conscients des coûts d'homologation d'une nouvelle semence, par exemple,
qui est plus avantageuse, qui a un contenu en huile plus élevé ou un contenu en gluten plus bas. Ça prend des années pour faire homologuer un produit. Et il y a d'innombrables tests que doit faire l'innovateur, qu'il s'agisse d'une semence ou d'un pesticide. Ça prend des années de mise à l'essai. On étudie tous les scénarios possibles et les autorités réglementaires vont dire je veux un peu plus de tests de ce côté-ci avant que j'approuve. Donc c'est très long. Et c'est pour ça que c'est si reconnu à l'étranger, parce que c'est très long. Il y a d'autres pays où les processus sont très longs. Mais ne tenez pas pour acquis que tous les produits présentés par nos membres finissent par être homologués. Ce n'est pas à 100%, je pense, le taux de succès, ce qui prouve que le système fonctionne bien. S'il y a des questions, des doutes, Santé Canada ne va pas approuver les produits. Donc, on peut avoir confiance et tout ça est examiné de très près. Nos membres le savent bien, c'est long, c'est coûteux, mais c'est ce qu'il faut faire. Y a-t-il une différence, demande Brent, entre ce qu'on considère un produit synthétique et un produit biologique, et en quoi les mécanismes d'homologation sont différents? Est-ce qu'il y a des distinctions importantes entre les différents types de produits? Eh bien, dit Ted, je ne peux pas vraiment te répondre. J'essaie de ne pas m'engager dans des discussions scientifiques aussi poussées. Moi, j'ai des assistants qui sont très qualifiés là-dessus, mais c'est rigoureux quelle que soit la technologie considérée. Et les autorités réglementaires anticipent l'évolution, par exemple, cette nouvelle technologie d'ARNI qui nous a permis de créer les nouvelles pommes et les nouvelles patates. Les autorités réglementaires ont dû se préparer. Comment analyser ça? Comment veiller à ce que ça soit sans danger? Comment veiller à ce que ça ne change pas la nature des fruits et des légumes concernés? Donc, ils sont bien préparés et ce sont eux, en fait, qui ont les réponses et malheureusement pas moi. Très bien, dit Brent. On a passé en revue les questions que les gens nous ont adressées. Si vous avez peut-être un dernier mot, je vous inviterai à le dire. Et ensuite, je conclurai l'émission. Bien, dit Ted Menzies. Merci beaucoup. Je vois qu'il y avait 81 personnes. C'est un auditoire plus grand que le nombre de gens qui m'écoutaient à la Chambre des communes des fois. Alors, je suis très heureux qu'il y ait tant de gens qui aient pris la peine de m'écouter. C'est un sujet très important et je crois que j'ai le privilège, comme agriculteur pendant 30 ans, le privilège de pouvoir comprendre ça et je peux l'expliquer du point de vue de l'agriculteur. C'est pour ça que je tiens tellement à ce que ce soit les agriculteurs qui en parlent. On a des bonnes choses à dire, malheureusement on est trop occupé. Et si j'ai encouragé quelqu'un à se faire entendre, je serais heureux. Mais comme tu l'as dit, Brent, essayez-vous chez vous, réfléchissez à ce que vous faites et à comment vous pouvez l'expliquer pour vous préparer.